surtout des hommes politiques, ils ont hiérarchisé l'immigration, et donc on a vu apparaître des citoyens de seconde zone dont nous faisons partie, et donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on essaie de prendre les armes que la République nous met entre les mains pour se battre et se dire que voilà, la société française, elle est mixte, et nous essayons donc de mettre les choses en place, de faire des propositions pour que cette mixité ne soit pas qu'une simple proclamation, mais qu'elle soit effective et qu'elle soit accrue dans tous nos éléments, comment dire, la vie de tous les jours, c'est-à-dire au niveau de l'emploi, au niveau du logement, au niveau de la vie de tous les jours. Et donc nous avons eu un premier café qui a eu lieu le 26 janvier, et nous nous sommes dit à partir de là que tous les vendredis on va se retrouver pour de nouveaux sujets. Donc aujourd'hui on va parler de l'égalité de la citoyenneté. C'est un sujet qui a été suivi parce que nous sommes en pleine période électorale. Et là, elle va commencer avec les présidentielles et les législatives et les municipales où nous serons directement concernés, puisque ça sera au niveau local. Et donc il faudrait qu'on arrive à ce moment-là quand même préparé. Et préparé et dans les rangs d'une façon qu'on avance d'une façon rangée. Et donc, au fur et à mesure, on va essayer de parler des sujets importants de société pour que les personnes qui participent puissent avoir un autre discours que celui qu'on entend tous les jours, qui est un peu un discours démagogique d'un côté, un peu manipulateur. On essaie de donner une vision réelle sur les choses que nous vivons. Des jeunes qui, d'une certaine façon, revendiquaient une citoyenneté pleine et entière, un accès à la formation, à l'emploi, au logement. Et donc, c'est vrai, des jeunes dont je fais partie, moi je suis un enfant de la deuxième génération, qui à un moment donné ne supportaient plus la sous-citoyenneté de leurs parents primo-immigrants et qui essayaient de prendre leur place dans la société, en tout cas prendre une place qu'ils considéraient comme juste, pas forcément dans une logique ni de victime, ni de demander quoi que ce soit comme soutien ou comme aide spécifique, mais tout simplement des gens qui revendiquaient tout simplement leur place. Alors il y a eu, il me semble, avec un petit peu de recul, une confusion à un moment donné, parce que justement dans la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination, on va énoncer, ou en tout cas la loi énonce un certain nombre de critères de discrimination ou d'actes ou de propos racistes, et on a mélangé pendant très longtemps les deux notions, racisme et discrimination, et on s'est rendu compte que finalement les choses n'avançaient pas beaucoup. En tout cas, les avancées qu'il y a pu y avoir dans la lutte contre la discrimination, elles ont pu se faire pour certains publics, et elles n'ont pas du tout existé pour d'autres publics. Alors justement, si on parle des Noirs et des Arabes, puisque c'est bien de ces deux catégories-là qu'on aime bien parler, dont on aime bien parler en France, parce que ce sont les cas les plus visibles. Et bien, si on parle de ces cas-là, ce sont les cas qui ont les moins avancés, clairement. Alors, donc ça a peut-être repositionné un petit peu un certain nombre d'actions publiques, je ne sais pas, je ne veux pas préjuger, mais me semble-t-il, en tout cas, on est passé progressivement d'une période où on luttait contre le racisme à une période où on a lutté contre le racisme et la discrimination, à une période où progressivement on est arrivé jusqu'à aujourd'hui à la lutte pour l'égalité, et même pour l'égalité des chances. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Moi, ce que je veux dire, mon expérience personnelle, c'était laquelle? C'était qu'au début des années 80, j'étais comme beaucoup un petit peu scandalisé de ce qui se passait. Je me rappelle d'ailleurs, même avant ça, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je m'énervais après mon père en regardant son bulletin de salaire en me disant comment ça, il y a marqué 40 heures. Je ne travaille pas 40 heures par semaine, je travaille beaucoup plus. Et donc c'est vrai qu'on était dans cette relation avec des parents qui étaient immigrés, qui étaient donc demandeurs d'une certaine façon, demandeurs d'emploi, donc qui accédaient finalement à une situation sociale, économique meilleure, semblait-il, pour eux en tout cas, que celle qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et en tout cas, ils n'étaient pas demandeurs. Pardon, ils étaient demandeurs, je corrige, ils étaient demandeurs, et en étant demandeurs, c'est bien la situation, quand on est demandeur, on ne peut pas faire autrement, même quand on vit des injustices, que finalement rester dans une posture de respect où on ne réagit pas. Et la deuxième génération, donc celle qui a été à l'origine
la marche pour l'égalité, c'est une génération dont je fais partie, qui est une génération où on n'est pas demandeur. Et parce qu'on n'est pas demandeur, et parce qu'on a grandi dans une culture, et quand on a grandi dans la même école que les autres, eh bien, à un moment donné, on s'approprie complètement les valeurs dominantes. Les valeurs du dominant, hein, puisqu'on en parle des valeurs dominantes, et ces valeurs-là, ben, on ne comprend pas à un moment donné pourquoi il y a un écart, on va dire, entre la théorie et la pratique. Alors, il faut arriver à un certain âge, finalement, pour se rendre compte que les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ben, ce sont, on va dire, des grandes lignes et des grands objectifs, mais que la course, eh ben, il faut continuer sans cesse à courir pour atteindre cet objectif, et qu'à partir du moment où on a l'impression d'être dans une société où la ligne d'arrivée est déjà franchie, on n'a plus besoin de courir. Alors j'essaie de m'expliquer. On se trouve à chaque fois que nous on a affaire dans notre association, quand on aide des personnes qui se sentent à juste titre ou des fois à tort, hein, qui se sentent victimes, ben, quand on essaye un petit peu d'alerter, etc., on est toujours en face de gens qui disent mais quand même vous êtes dans le pays des droits de l'homme, le pays justement de la liberté, de l'égalité, on est dans ce fameux pays qui est le pays qui sert de référence donc à la planète, hein, pour pas dire, c'est le système, donc c'est la 94, hein, si je ne me trompe pas, et qui fait qu'en France aujourd'hui, plus de 10 ans après, on n'a pas avancé sur la question du droit de vote des résidents, c'est-à-dire de tous les citoyens finalement. Donc bon, moi je vais simplement en arriver très rapidement à la question. Moi j'ai fait partie d'une catégorie qui a été, comme d'autres à un moment donné, spectatrice, voilà, donc j'ai été spectateur. Et petit à petit, effectivement, le fait de devenir justement militant associatif, c'est essayer de voir comment on peut passer de la phase déjà de spectateur à la phase d'acteur. Et puis après, finalement, on peut commencer à se poser la question, comme vous meniez tout à l'heure une réflexion sur la gouvernance ou les gouvernances possibles, ben, c'est comment aujourd'hui les minorités visibles, puisqu'on parle d'elles en particulier, peuvent prendre toute leur place de non seulement citoyens, spectateurs, c'est-à-dire qui vont aller voter à un moment donné, parce qu'on leur demande d'aller voter, on leur demande pas forcément de donner leur avis réellement, on leur demande d'aller voter, à une phase où on peut modifier de façon plus structurelle le mode de fonctionnement des organes, des organismes qui font vivre le débat politique en France en réalité. Donc comment des gens peuvent passer de cet état de citoyen de seconde zone à un moment donné, c'est ce qu'ils considèrent être, à une situation où ils peuvent être en position de décideuse ou de décideur, voilà, comme tout autre homme ou femme politique. Et donc la question c'est par quel moyen. Donc, voilà. Bon, alors pour résumer un petit peu, pour ce qui concerne mon association, Arcane c'est une association qui justement est dégagée de tout intérêt particulier, c'est-à-dire on est une association où il y a des gens comme moi je suis enseignant-chercheur, pas du tout dans le domaine des sciences humaines, j'ai une carte de résident pour étrangers, c'est marqué dessus, parce que quand même la préfecture de Haute-Garonne m'avait délivré un titre de séjour pour étrangers à l'âge de 16 ans, à ce moment-là je veux dire nul n'est ignoré. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf que mes parents ne connaissaient pas la loi, soit ils auraient dû la connaître, je ne la connaissais pas, j'aurais dû la connaître, mais à 17 ans et demi, j'ai appris que j'allais devenir français à 18 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Mais quand j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé un titre de séjour, comme tous mes grands frères, lorsqu'ils étaient allés demander un titre de séjour, on leur avait donné un titre de séjour, moi j'ai demandé un titre de séjour, on m'a donné un titre de séjour. Et personne ne m'a dit à la préfecture, monsieur, vous êtes né sur le sol français, vous devenez français automatiquement. Donc moi j'ai posé la question à l'avocat, j'ai dit, j'étais quoi avant? Il dit, ben vous étiez français, entre les deux. Bon, et donc voilà, donc vous voyez, donc je ne pouvais pas moi, 6 mois comme ça devenir, pour moi j'étais français dans ma tête, de toute façon, mais j'étais marocain sur les papiers, j'avais toujours été considéré comme étranger de toute façon. Voilà. Donc en tout cas, j'avais décidé de garder cette nationalité marocaine qui s'est avérée après être devenu un passeport qui pèse 3 tonnes pour se déplacer à droite à gauche, hein, puisque tous les hommes naissent presque libres et égaux en droit. Et donc,
j'ai gardé cette nationalité marocaine, et avec cette nationalité marocaine, me voici tranquillement en train de lire les conditions pour pouvoir demander une bourse et je lis les conditions, et bien qu'étant étranger, comme j'avais fait toutes mes études en France, c'est que je pouvais prétendre à une allocation de recherche pour faire une thèse de doctorat avec un financement en français. Donc voilà, j'étais rassuré, je pouvais prétendre à ça. Alors donc j'ai essayé de faire le nécessaire, parce que c'est des bourses au mérite. Donc après il faut mériter, il faut être dans les... Donc il y avait 3 bourses et j'étais 3e. J'ai pas été très bon, j'ai pas été premier. J'étais 3e. Donc le jury de DEA se réunit au mois de juillet 90 et accorde pour la première fois de son histoire, ce DEA-là, une bourse à un étranger, donc un Marocain. Donc j'étais admis et avec une bourse de doctorat du MRT à l'époque, Ministère de la Recherche et de la Technologie. Et donc j'ai démarré ma thèse au mois de septembre 90 à Toulouse, sauf que, parce qu'il y a toujours un petit détail, sauf qu'au bout d'une semaine, je me retrouve convoqué dans le bureau du grand chef, donc professeur d'université, encore un, donc pas manœuvre de chantier, un professeur d'université qui était responsable de la formation doctorale et qui ne comprenait pas la décision du jury du mois de juillet d'avoir donné une bourse à un Marocain alors que des Français étaient classés après. Et donc m'explique-t-il très calmement dans son bureau, pendant 20 minutes d'entretien, vous savez, bon... au ministère, il ne comprendrait pas qu'on fasse remonter un contrat avec candidat étranger alors qu'on a des candidats français classés après vous, etc. Bon, effectivement, vous remplissez tous les critères, parce que moi, évidemment, j'arrive avec un papier, vous voyez, j'ai le droit de prétendre à cette bourse, mais oui, vous avez le droit, mais le jury est souverain, et puis bon, donc il m'explique qu'en l'occurrence, là, le critère, c'était la préférence nationale. Et je reprends exactement les mots. Préférence nationale. Moi, ça m'a fait bizarre, parce que quand on a un professeur qu'on a eu comme professeur d'université, qu'on a respecté comme professeur et qui vous tient ce genre de propos, c'est un petit peu dur. Donc effectivement, là, explication, je ne suis pas un sous-citoyen, je suis né ici, j'ai fait mes études ici, j'ai les mêmes diplômes que les autres, et je ne comprends pas, voilà, je ne comprends pas que vous me traitiez comme un voleur de mobilette ou comme un brûleur de voiture, et que vous le vouliez ou non, je ferai ce métier. Voilà. Donc ça s'est terminé comme ça, l'entretien. Et effectivement, ça c'était en 90. Donc j'ai dû m'expatrier à ce moment-là, ça a été dur. Donc j'ai connu, dans une autre échelle, je me suis expatrié de Toulouse à... Vous avez une vision assez volontariste du concept de citoyenneté. Alors, mais une réalité est sûre, c'est qu'il faut sortir ce concept de citoyenneté de l'acception, on dira, des passions, dans la mesure où c'est un concept qui revêt un contenu bien précis, hein, bien précis. Alors, vous me direz qu'en France, il n'y a aucun texte de droit positif hein, dans lequel on retrouve le concept de citoyenneté. Alors, en dehors de la déclaration de 1789, il n'existe pas de texte de droit positif dans lequel on retrouve ce terme. Mais une chose est sûre, c'est que l'accès à la citoyenneté est conditionné par la nationalité. La nationalité, c'est-à-dire pour exercer sa citoyenneté, il faut être de nationalité française. Et la nationalité, c'est le lien juridique qui lie un individu à un État. Alors, donc, bien évidemment, alors, moi je voudrais quand même que ce préalable soit établi, qu'il ne peut pas avoir de citoyenneté, c'est-à-dire on ne peut pas exercer ses droits civils et politiques si on n'a pas au préalable la nationalité de l'État dans lequel on vous est exercé. Moi, Sénégalais, vivant depuis 30 ans à Lyon, pourra participer aux prochaines élections locales. Moi, je paye mes impôts, je travaille à Lyon, j'ai mes enfants qui y sont nés, c'est ça le combat que nous menons. Et c'est cette réflexion-là que nous devons mener pour dire quelles sont les voies et moyens que nous devons utiliser, nous autres étrangers, pour pouvoir faire en sorte que les textes changent, que la façon de penser change. Les textes ne sont pas immuables, et que c'est nous qui devons faire avancer les textes et la loi. Voilà notre problème. Il y a, tous les textes sont muets, que ce soit le droit positif. Donc le droit positif c'est pour tout le monde. Donc par tout le monde on ne voit rien. La loi française ne dit rien. Et alors on se réfère alors après, le droit veut qu'on se réfère à la jurisprudence. La jurisprudence est muette. Donc parce qu'il n'y a jamais eu une action là-dessus à laquelle maintenant on peut se référer. Alors on se réfère aux pratiques et aux cultures. Il y a absence. On peut se référer à l'Union européenne comme vous venez de le dire. Je ne sais pas s'il y a des textes au sein de l'Union. S'il n'y en a pas, alors c'est maintenant que nous pourrons déclencher une action en justice
juridique pour se dire, voilà, moi je suis citoyen français, quoique je ne sois pas de la nationalité française. Et le débat va s'ouvrir, et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Il a parlé d'une chose qui était importante, il me semble, et peut-être la lutte qu'on mène en ce moment, moi je m'occupe, je suis en charge des questions de racisme et de discrimination, donc en tant que syndicaliste, et il a parlé de la loi du 16 novembre, et la transposition de cette fameuse loi du droit communautaire, parce que c'est le droit communautaire qui a fait avancer les questions de discrimination, et entre autres c'est le droit sexiste en Angleterre et surtout en Belgique aussi. Donc il y a une transposition qu'on a tardé à mettre en place donc sur le sol français, comme on a tardé aussi d'ailleurs sur l'installation de la haute autorité de la Halle. En Belgique ça fait 10 ans qu'elle est installée, donc il y a quand même des lacunes au niveau politique sur cette question-là. Et il y a un juriste qui dit sur la loi du 16 novembre 2001, c'est en saisissant du droit qu'on fait avancer le droit. Et on s'est saisi du droit, et on a une pratique depuis 5-6 ans, peut-être un peu plus, une dizaine d'années sur d'autres discriminations, et on a une certaine pratique sur les discriminations raciales. Parce qu'on a deux problématiques sur la discrimination raciale. Il y a la première problématique, c'est la discrimination raciale dans le déroulement de carrière. Et ça, tu retrouves toute la première tranche de la première génération qu'on utilisait sur les chaînes à Peugeot, chez Renault, ceux-là on les a utilisés. Donc ceux-là, ils sont rentrés OS, ils ont fini OS. Et tu les retrouves un peu de partout comme ça. Ensuite, la deuxième problématique, c'est la discrimination raciale à l'embauche. Et à partir de là, on a mis en place des outils. Et en ce moment, donc les premières affaires qui sont tombées, on a mis Schweitzer, donc Renault, et la première affaire le premier dossier qu'on a monté, c'est Laurent Gabaum, cadre tchadien chez Renault. Donc ça, c'est le premier dossier. Donc sur ce dossier-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va finir à la Cour européenne. C'est l'hypocrisie française, c'est ça pour le dire. A dit qu'on voit la chose devant soi et on dit qu'elle n'est pas là. Tout simplement. Et l'exemple qu'il nous a cité. Je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou bien de la peur des Africains, parce que les Africains ne savent pas parler, les Africains n'osent pas parler, n'osent pas s'extérioriser, n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Eh bien, ils se servent de ça maintenant pour se moquer de nous. Nous avons les mains liées. Il faut chercher à savoir pourquoi nous avons les mains liées et qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir réparer cette lacune. Voilà ce que j'avais à dire.